Et quand on entraîne pour le coup un groupe, on a cette espèce de conformisme de groupe qu'on voit apparaître et qui est extrêmement classique chez les ados. Ils vont avoir tendance à vouloir penser par eux-mêmes. Et penser par eux-mêmes, par soi-même, ça veut dire parfois s'opposer. Et c'est tout à fait classique pour les adolescents de s'opposer. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils commencent à développer leur propre point de vue, leurs propres idées, leurs propres positions. Et autre processus essentiel, les adolescents vont expérimenter. Ils vont expérimenter des comportements, ils vont expérimenter des substances, ils vont expérimenter beaucoup de choses, ce qui va les amener parfois à prendre des risques et à faire des bêtises pour savoir se positionner par rapport aux limites. Alors, je voudrais vous parler, là je vais vous parler beaucoup de ma pratique et de la pratique des entraîneurs que j'ai pu former, aider l'adolescent à se projeter vers ses objectifs. Pourquoi c'est important? Parce que dans la mesure où l'adolescent n'a pas cette mémoire prospective totalement mise en place, il ne va pas avoir tendance à anticiper, ou en tout cas il anticipera moins bien qu'un adulte. Comment l'aider à se projeter vers ses objectifs? Alors déjà, objectif de quoi? Résultat, maîtrise ou processus? Nicolas hier insistait sur le fait que les objectifs de résultat, alors la compétition c'est pas quelque chose de négatif, mais néanmoins il ne peut pas y avoir que ça. Pourquoi? Parce qu'un résultat il est labile. Il est labile. Donc si mon seul point de référence c'est le résultat, si le résultat n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? J'arrête la pratique. J'arrête la pratique. Un entraîneur que j'accompagne en ce moment me disait j'ai un nouveau groupe, on est en championnat de France, voilà, on est en 15, et en fait on découvre le championnat et on s'en sort mal au niveau des résultats, on a gagné 0 match. Pour autant, moi je vois que le groupe progresse, je vois que le groupe développe ses compétences techniques, je vois que le groupe améliore sa cohésion, le groupe vit plutôt bien. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une démotivation de ces jeunes parce qu'ils ne gagnent pas de match. Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Je lui dis, ok, il n'y a pas de match gagné, d'accord, mais il y a autre chose qui peut être mis en place. Qu'est-ce que tu leur proposes en termes d'objectifs de maîtrise ou en termes d'objectifs de processus? Les objectifs de maîtrise et les objectifs de processus, ce sont des objectifs qui sont beaucoup plus auto-référencés que hétéro-référencés. Donc on a la possibilité, lorsqu'on a des objectifs de maîtrise et des objectifs de processus, d'avoir davantage d'influence et de pouvoir observer la progression plus facilement. Donc objectif de résultat, oui, bien sûr, mais également penser à cette notion d'objectif de maîtrise et d'objectif de processus. À nouveau, j'éteins le truc. Alors un outil pour déterminer des objectifs. Voilà comment vous pourriez vous y prendre, ou on peut s'y prendre pour déterminer des objectifs. Alors d'abord poser la question, ok, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? C'est quoi ton objectif? Alors un objectif, il est positif, une formulation positive, précis, réalisable et contrôlable. En quoi est-ce que cet objectif il est important pour toi? Quelle est sa valeur? Comment est-ce que tu sauras que tu l'as atteint? Quels sont les éléments qui vont te faire dire « Ok, là, ça y est, j'y suis ». Quels sont les critères d'atteinte? Avoir des critères d'atteinte par rapport à tes objectifs, ça permet de pouvoir évaluer plus finement, au fur et à mesure de la progression, si on y est ou si on n'y est pas. Évaluation écologique, qu'est-ce que tu gagnes à atteindre cet objectif et qu'est-ce que tu perds? Les avantages et les inconvénients. Jusqu'ici, rien de difficile. État présent. Donc, on commence par là. Deuxième étape, état présent. Ton objectif aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu gagnes à rester là où tu en es? Et qu'est-ce que tu perds à rester là où tu en es? Et le fait de faire cette double évaluation écologique, ça permet à la personne de décider si elle y va ou si elle n'y va pas. Ça me fait penser à un jeune qui voulait rentrer son objectif c'était de rentrer à l'INSEP, donc au niveau du basket, au pôle France de l'INSEP. C'était vraiment son truc. Donc évaluation, qu'est-ce que tu gagnes à atteindre?
c'est je veux vraiment rentrer à l'INSEP, c'est là où ont été formés Boris Dio, Tony Parker, j'ai vraiment envie de ça. Okay, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu risques à atteindre cet objectif? Oh ben rien du tout. Non, non, ça peut être un peu positif, d'accord, ok. Est-ce que tu es bien sûr de ça? Est-ce que tu es bien sûr de ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient quand même? Et elle me dit, bah ouais, quand même. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que je parte de chez mes parents. Je dis, ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à ça? Ben, je ne sais pas si je suis prête. Donc, le fait de poser cette question-là et d'insister sur les inconvénients à atteindre l'objectif, ça permet de mieux évaluer est-ce que je veux vraiment y aller, est-ce que c'est vraiment le moment pour moi d'y aller. Troisième partie de la détermination d'objectif, l'analyse contrastive. Ok, mon objectif à aujourd'hui il est là, mon objectif à demain il est là, quels sont les obstacles pour atteindre ces objectifs? Quelles sont mes ressources? De quoi est-ce que j'ai besoin? Quelles sont mes ressources internes? Quelles sont mes ressources externes? Et ben, du coup, quel est le plan d'action que je peux développer pour atteindre cet objectif? Le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas. Donc, ces outils de détermination d'objectifs, je trouve qu'ils sont utiles avec les adolescents parce qu'ils permettent de leur donner davantage d'autonomie et de contrôle par rapport à ce qui se passe. Ouais. Oui, bonjour, pardon. Une question, ça c'est bien, mais c'est quand on arrive à avoir une discussion presque d'adulte à adulte avec un adolescent. Ouais. Comment, la question préalable à ça, qui me paraît essentielle, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer ce moment où le gamin, il va pas, ou la gamine, moi je vois être papa, moi si j'ai cette discussion avec ma fille, la première chose qu'elle va me dire, 14 ans, c'est « Oh ça va, tu me saoules ». Comment on arrive à créer ce moment propice où on va arriver à pouvoir discuter entre guillemets intelligemment avec eux et pas avoir un rapport plus ou moins de force ou conflictuel? Alors, il me semble que le fait de, avant d'y aller sur, on va dire, la détermination d'objectifs, on va dire un peu pur et dur comme ça, développer des temps d'échange informels, quoi. C'est-à-dire parler avec régulièrement. Et parler régulièrement, ça veut dire parler de tout. Je vais vous présenter après, mais je vous le montre maintenant, un truc. Vous connaissez le photolangage? Ça vous parle ça ou pas? Je vais vous en parler maintenant plutôt qu'après. Alors, le photolangage, par exemple, c'est un outil que je trouve très intéressant avec les adolescents parce que ça leur permet de parler d'eux-mêmes, mais en utilisant un objet médiateur qui est des images. D'accord? Alors, je vous le montre rapidement. Donc ce sont des images en fait. Vous pouvez trouver ça sur internet et acheter ces jeux d'images ou bien constituer vous-même des jeux d'images. Tu montes tout le temps la même. Tu les fais passer derrière. Donc là on voit par exemple des journaux. Là on voit une situation sportive, on est sur du rafting. Là on est sur une situation d'étirement. Ça c'est un jeu de photolangage qui est plutôt destiné au sport et en particulier à parler du dopage dans le sport. Mais à la rigueur, peu importe le dopage, moi je l'utilise même dans d'autres circonstances que le dopage. Donc ça on l'utilise comment? Le fait d'utiliser en fait une image pour parler de soi, ça permet de parler de soi, mais de façon détournée, en disant, alors quelle question je pourrais poser par rapport à ça? Alors, on peut imaginer une situation, une réunion d'équipe où on puisse dire, ça je vais par exemple utiliser avec des entraîneurs, je vais plutôt vous prendre un exemple comme ça.
Première rencontre avec les entraîneurs, première fois qu'on se voit, je leur dis, j'étale toutes ces images par terre, et je leur dis, vous allez choisir 3 images. 3 images qui disent quelque chose de vous. Et ensuite, on va partager en groupe. Et donc, chacun choisit ses images. Alors, les images sont laissées au sol parce qu'une personne peut choisir, 2 personnes peuvent choisir la même image. Et chacun, au fur et à mesure, va présenter les images et expliquer en quoi est-ce que ça a une relation avec lui en tant qu'entraîneur, par exemple. On peut décliner cet outil avec des jeunes, avec des adultes, avec des personnes âgées. En fait, le fait d'utiliser un objet médiateur est très utile pour faire parler. Et la problématique des adolescents, souvent, c'est qu'ils parlent peu. Et en situation d'entraînement, ils ont un peu peur de l'entraîneur, souvent. Et on ne leur apprend pas forcément ça. Et les entraîneurs ne savent pas forcément comment s'y prendre non plus pour développer cette relation de confiance qui fait qu'à un moment donné, le jeune va pouvoir venir dire « Coach, j'ai un problème. Voilà. Coach, j'aimerais vous parler. Coach, je ne suis pas d'accord avec vous. » Donc le fait d'utiliser ces temps-là et de les amener à parler et à parler avant ça est une bonne chose. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard encore. Alors, ça, cet outil-là de détermination d'objectifs, il est individuel. Et je vais vous donner un deuxième exemple. Alors ça, c'est un exemple d'outil de détermination d'objectifs utilisé avec une jeune femme qui est kayakiste. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, là, c'est au cours d'un accompagnement que j'ai pu réaliser. Cette jeune femme, elle vient me voir parce qu'elle a un problème de motivation. Elle a des objectifs qui sont des objectifs importants. Elle veut être intégrée à l'équipe de France. Et elle me dit, sauf que je suis un peu toute seule et bien, je perds ma motivation, j'ai moins envie d'aller à l'entraînement. Donc au départ, elle vient me voir pour ça. Et donc je lui dis, ok, mais je dis, ce que je te propose, c'est qu'on travaille autour de tes objectifs. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Ça ressemble à ce que je vous ai présenté précédemment. On a d'un côté la tactique, le mental, la technique, vous le verrez après. Je lui demande, ok, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Au niveau tactique, eh bien, j'aimerais trouver les meilleures options de parcours. Donc, elle ajoute quelques éléments. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? La première chose, c'est quoi ton objectif? Elle veut être à 8, 9 sur 10. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Donc, en février, elle en est à 7. Comment est-ce que tu sauras que tu as atteint ton objectif? Eh bien, dans ce cas-là, j'aurai un taux de réussite sur les passages avec option à choisir, qui sera de bonne qualité. J'aurai une bonne rapidité d'exécution et je pourrai me comparer avec les autres. Et comment y parvenir? À l'entraînement, chercher la meilleure option dès la première descente, à l'entraînement, travailler toutes les options pour faciliter le choix, etc., etc. Donc on a déroulé au niveau tactique, au niveau mental, au niveau physique, au niveau technique, ces objectifs de travail, ces objectifs, là où on est aujourd'hui, comment elle saura-t-elle atteindre ces objectifs et comment y parvenir? Ça lui a donné un plan d'action personnelle à suivre sur lequel s'appuyer et aussi par rapport auquel elle a pu évaluer sa progression. Et ça lui a permis de se booster au niveau de la motivation. Et cette jeune fille, qui voulait intégrer l'équipe de France, alors au début elle voulait juste intégrer l'équipe de France, ça veut dire être dans les 3 premières places pour les qualifs équipe de France, et bien elle a fini sa saison en étant championne de France. Autre exemple de détermination d'objectifs, cette fois-ci collectif. Alors là, on est dans le monde du basket. C'est un entraîneur. Oui. Juste avant de passer à la collectif, Ouais. on voit l'exemple, on est presque à la limite du jeune adulte. J'ai l'impression quand même sur cette étape-là. Est-ce que, pour prendre les termes d'hier, les fenêtres d'âge qui sont. Est-ce qu'il y a des fenêtres d'âge qui sont plus ou moins intéressantes, ou est-ce qu'on le fait à tout âge, entre guillemets, à quelle fréquence? J'imagine qu'un enfant de 8 ans, ou de 10 ans, ou de 14 ans, voilà, dans l'évolution. Ouais, je parle vraiment des adolescents. C'est-à-dire, je ne parle pas des enfants de 8 ans. Clairement, clairement.
Pour moi, des objectifs de ce type-là à 8 ans, c'est pas une bonne idée. Pour moi, à 8 ans, ce qu'il faut faire, c'est kiffer son activité sportive, y prendre du plaisir. Et d'ailleurs, je le souligne certainement pas assez, mais ça, c'est quelque chose qui vaut pour toutes les catégories d'âge. Parce que bon, la motivation aussi, une des motivations, une motivation intrinsèque, c'est celle de la pratique et du plaisir de pratiquer cette activité sportive, quoi. Quand on kiffe le plus son sport, on arrête. Mais on parle des adolescents aujourd'hui, mais les gens jeunes, ils se posent ces questions-là. On est confronté quand même un petit peu à ça dans la critique. Et après, voilà, donc on parlait des adolescents, mais c'est vrai que là, c'est très élaboré comme... Alors c'est élaboré parce que j'ai questionné. Elle ne l'a pas fait toute seule, ce truc-là. Je l'ai questionné par rapport à ça. Et je lui ai demandé d'être le plus spécifique possible. Et après, on peut questionner aussi en fonction du niveau d'âge. Effectivement, quelqu'un qui a 14 ans n'aura peut-être pas ce type de réponse-là, et c'est OK. Et c'est pas un problème. Ce que ça va permettre néanmoins, c'est que le jeune se dise il n'y a pas que le résultat. Il y a aussi la maîtrise technique, la maîtrise comportementale, la maîtrise. Et s'apercevoir qu'on maîtrise de plus en plus et qu'on progresse de plus en plus, c'est motivant. Et ça permet de s'extraire de cette course à l'échalote du résultat ou du chrono, quoi, qui est labile parce que le jeune bouge et que le jeune grandit. Et quand on grandit, ça me fait penser à un jeune basketteur qui me dit il avait un très bon shoot et donc un pourcentage, on fait beaucoup de stats en basket. Il avait un super pourcentage à 3 points. Et puis il s'est mis à faire de la musculation et puis il a pris 10 cm. Et là son shoot, et il me dit je régresse. Mais non, tu régresses pas, tu grandis. Donc comme tu grandis, ton corps se réorganise, et dans la mesure où ton corps et ton cerveau se réorganisent, et ben, ça va revenir comme ça. La progression, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas. Et c'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas, qu'on n'arrivera pas premier à la fin. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est de parler ça aussi aux adolescents, de faire de la psychopédagogie, de leur expliquer comment ils fonctionnent, de leur expliquer pourquoi à certains moments ils ont des gros accès de colère. Leur expliquer et leur dire. Donc oui, à 8 ans, on n'a peut-être pas cette capacité-là et cette précision-là, mais faire plus petit. Voilà. Mais surtout, donner et acculturer les jeunes à cette notion de progression et de maîtrise plus que de résultat. Et surtout à l'adolescence, le fait de se comparer aux autres dans tous les domaines, c'est tellement prégnant qu'il n'y a que ça qui compte. Donc vraiment, cette notion de maîtrise, elle est hyper importante. Au niveau collectif, là je vous donne un exemple qui a été élaboré pas par moi, mais par un entraîneur. Donc un entraîneur qui accompagne, alors que je ne dise pas des bêtises, à peu près 17 ans. Alors, il les a fait travailler ensemble sur leurs objectifs collectifs. Donc la première flèche qu'on voit en haut, ce sont des objectifs qui sont des objectifs de résultat. Leur objectif à eux, c'est de participer au Trophée du Futur. Donc le Trophée du Futur, c'est un peu comme des playoffs, en fait, à la fin du championnat. Les 8 meilleures équipes vont disputer un trophée particulier et celui qui gagne le trophée est, on va dire, champion de France. Ça va comme ça. Donc, objectif, ce que nous désirons, on veut participer au Trophée du Futur. Ok, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes 11e, donc on est hors top 8. On a plus de défaites que de victoires, on ressent de la frustration et on a un joueur majeur qui est absent. Ok, et qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre pour aller vers cet objectif-là? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur les objectifs individuels, qu'est-ce qu'on désire? Où est-ce qu'on en est à ce jour? Et qu'est-ce qu'on compte mettre en place pour aller vers l'objectif? Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, c'est tout à fait possible. Et ça vectorise. Donc, la première ligne, on est sur du résultat, objectif de résultat. L'entraîneur a ensuite eu envie de travailler sur la notion de savoir-être et de valeur. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire? On désire prendre du plaisir. On désire former une famille
et être des vrais killers. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a de l'envie, on a de l'implication, de la fierté, de l'entente. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour passer de là où on en est aujourd'hui à là, resserrer les liens entre nous en passant plus de temps ensemble, développer notre rage de vaincre et s'appuyer sur un triptyque leadership, sérénité, confiance. Troisième ligne, là on est davantage à un niveau technique. Qu'est-ce qu'on désire? On désire vraiment être très très bon en défense et on désire vraiment montrer qu'on est un collectif parce qu'on partage la balle, donc beaucoup de passes décisives. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a de la défense et de l'agressivité. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour passer de défense et agressivité à défense et partage du ballon? Eh bien, développer une meilleure communication entre nous, être patient, maîtriser notre constance, être dans l'alternance, mieux nous connaître pour accroître notre QI basket. Ils ont participé au Trophée du Futur. Et ils étaient effectivement perçus comme des killers, et notamment en défense, vraiment extrêmement engagés en défense. Ces outils-là sont des outils qui sont déclinables en fonction des catégories d'âge et en fonction aussi de la façon dont on entraîne, individuellement, collectivement et en fonction des saisons. Alors, point suivant, aider l'adolescent à s'auto-évaluer pour savoir prendre du recul et développer son autonomie. Un outil que je propose régulièrement à des joueurs, donc là c'est sur des matchs, à réaliser dans les 24 à 48 heures après le match. Je leur pose la question, donc après ton match, et assez rapidement quand même après ton match, tu vas te poser la question, avant le match, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as une routine? C'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu ressentais au niveau physique? Sur quoi ton attention était-elle focalisée? À quoi est-ce que tu pensais? Quelles étaient tes préoccupations? Ton état d'esprit général, c'était quoi? Donc je leur demande de se poser ces questions-là avant le match, à propos de la période avant le match, à la mi-temps et à la fin du match. Et pour moi, l'objectif, c'est vraiment de les d'amener les jeunes à se poser ces questions-là et à développer des habitudes quant au fait de se poser ces questions-là sur eux-mêmes. Autre outil pour s'auto-évaluer et développer davantage de contrôle par rapport à ce qu'on fait, un outil autour du